Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce troisième live sur La Belle Époque et donc qui accompagne l'anthologie sur ce sujet. Nous avions fait une introduction la semaine dernière à la fin de siècle en France la semaine dernière, il y a 2 semaines. La semaine dernière, nous étions avec donc les distractions au 19e siècle, une fin du 19e siècle, et aujourd'hui nous allons traiter plus spécifiquement des femmes donc de la Belle Époque, puisque c'est une période de changement et une période notamment où les distributions sociales vont changer. Alors on va présenter un petit peu rapidement donc, les auteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons donc El Azhari qui nous rejoint pour un premier live sur la Belle Époque. Bonjour, merci Barbara de m'avoir fait une confiance une deuxième fois, vu que j'avais déjà été dans les démons japonais avec Caroline et Marielle justement. Et donc je suis content de parler je vais parler beaucoup d'une grande femme de l'époque, Sarah Bernhardt, mais dans cette nouvelle et pendant le live. Alors, mais je laisse la parole aux autres d'abord. Donc, nous avons aussi Caroline que nous avions retrouvée dans l'introduction déjà de la Belle Époque. Oui, mais merci beaucoup encore une fois de m'accueillir de nouveau. Alors, je vais continuer un petit peu de vous parler art nouveau, mais plus centré du coup autour de la femme et plus spécifiquement de la femme fatale, de la mode également aussi, et un petit peu de Mata Hari également, que je sais, Marielle, que toi aussi tu... Donc, Marielle qui nous rejoint effectivement aussi sur cette série de live sur la Belle Époque en tant qu'illustratrice pour son illustration de Mata Hari. Et puis merci de m'avoir invité à participer de nouveau à ce projet. Je vais donc effectivement parler de la figure de Mata Hari puisque j'ai travaillé sur cette illustration qui me semblait être une belle représentation de la femme fatale, qui était le thème que j'avais choisi pour illustrer, pour participer à l'anthologie. Donc Mata Hari, mais plutôt dans l'aspect courtisane, réseau, voilà. Et nous retrouvons aussi Cyril Fabre, donc, qui était avec nous pour l'introduction également. Donc Cyril, qui est, nous ne l'avons pas rappelé la dernière fois, mais qui est donc un futur auteur des éditions Luciférine avec un roman. Tu peux nous en dire quelques mots avant de nous parler de ton sujet pour ce live. Okay. Alors, mon roman, bonjour et merci de m'avoir invité à nouveau. Voilà, mon roman s'appelle Les Noces de Falcun. C'est un roman de cap et d'épée fantastique avec le personnage central se nomme donc Falcun Bellequeux. C'est un homme renard, un voleur de profession, un ancien officier de la guilde des voleurs de roses blanches. Et l'histoire se passe dans un monde, comment dirais-je, un monde fantastique et inégalitaire, un monde de caste dans lequel ces personnages qui se trouvent au bas de la liste de la nomenclature des races essayent d'évoluer et surtout de survivre. Voilà. Je pourrais faire référence à la célèbre phrase de George Orwell, tous les animaux sont égaux, dans la ferme des animaux, tous les animaux sont égaux, mais certains le sont moins que d'autres. Et c'est un petit peu le cas de Falcun, qui est donc un cagot de la pire espèce, et à qui va arriver moultes aventures. Voilà. Et puis, je tenais à te remercier d'avoir bien voulu être sa marraine. Voilà. Merci. Donc, petite présentation rapide d'un auteur qui nous rejoindra donc, pour un roman, mais ça sera au printemps prochain. Donc, en attendant, tu nous rejoins pour une nouvelle. Donc, là, nous allons aborder par ce biais une thématique aussi autour des femmes de la Belle Époque. Ouais. Alors, moi, j'avais choisi Barbé d'Aurevilly comme auteur, mais en particulier enfin, une nouvelle qui s'intitule Le bonheur dans le crime. Donc j'ai repris ce thème dans ma nouvelle qui se passe par contre en 1975, qui est une époque un petit peu similaire puisque la fin de la Belle Époque sera terminée en apothéose par la Première Guerre mondiale et ma nouvelle se passe en 75, donc c'est le début de la fin, on dira, pour notre monde. Enfin,
espérons que je me trompe, mais c'est le début du premier choc pétrolier, etc. etc. Donc, pour en revenir aux héroïnes féminines, je me suis centré sur le personnage de la nouvelle précitée, qui est une garçonne et une femme libre, un personnage extrêmement moderne pour cette époque. Alors j'ai dressé aussi d'autres portraits de personnages que j'ai trouvés, auxquels j'ai pensé, par exemple Colette, etc. etc. J'ai même glissé Calamity Jane, ça n'a pas grand-chose à voir, mais ils ont fini par la connaître en France, et peut-être qu'à l'époque de la Belle Époque, certaines femmes auraient pu s'identifier à Calamity Jane et vouloir vivre ses aventures. Voilà. Merci. Alors, je vais faire un petit récapitulatif historique sur donc la situation, donc à partir, on va dire, globalement on parle surtout de 1880, mais les choses commencent à bouger dès 1860 environ. On a un changement de société qui se fait, on en a parlé dans les 2 précédentes émissions, avec notamment beaucoup de personnes qui viennent en ville, donc qui viennent travailler. Et on va voir arriver une toute autre population de femmes qui n'étaient pas visibles sur l'espace urbain avant, donc des femmes de basse condition. Donc ces femmes qui restaient habituellement à la campagne. Et ces femmes de basse condition, elles viennent pour travailler en général, mais sachant que les salaires des femmes sont assez bas, puisque en plus on met volontairement des salaires plus bas pour qu'elles ne nuisent pas trop au marché du travail des hommes, puisque donc on est en pleine expansion ouvrière. Donc on va avoir beaucoup de femmes très, très peu payées qui vont s'inscrire dans l'espace urbain. Et pour vivre, ces femmes ont plusieurs solutions. Certaines vont chercher à travailler, mais difficilement. La plupart espèrent un mariage avec un homme un peu plus fortuné qu'elles. Donc, on les voit, à partir de là, elles vont être aussi plus dans une démarche de séduction, et elles vont permettre en fait à éclipser l'image de la femme noble qui est omniprésente avant dans la littérature, dans les arts. On voit arriver donc l'image d'une femme populaire, d'une femme plus indépendante, plus libre, et une femme qui va, notamment avec les femmes fatales, qui peuvent être un peu, on va dire, dangereuses, entre guillemets, pour les hommes, puisqu'elles vont avoir des rôles de tentatrices. Dans ce contexte-là, la mode aussi change, puisqu'on ne s'en rend pas forcément compte en voyant les tenues dans les années 1870-1880, mais les tenues sont beaucoup plus légères qu'avant. C'est la première fois depuis très très longtemps que les femmes commencent à avoir des tenues moins contraignantes. On abandonne les crinolines qui sont très désagréables pour les mouvements. Les tissus sont plus légers, les drapés sont plus souples, et aussi en fait le corset devient plus accessible. Donc plus de femmes peuvent porter des corsets. C'est ce qui va inciter les femmes à avoir aussi une taille très très fine. Donc on voit avec la mode des corsets sabliers, parce que en fait, comme elles doivent jouer de leurs atouts pour survivre un petit peu dans ce monde où travailler ne les aide pas forcément à avoir une bonne situation, elles vont devoir mettre en avant leur corps. Et comme on est encore au début, en tout cas de la Belle Époque, dans des tenues où on montre pas non plus la poitrine, on montre pas les jambes, il ne reste plus que la taille pour montrer qu'on est jolie, et on va mettre en avant donc le corps, la finesse. Et ce n'est plus donc la femme mère qui est mise en avant, ça aussi c'est important, puisqu'avant on mettait plutôt des femmes avec des corps amples qui représentaient un peu la mère, l'enfant, le fait d'avoir des enfants, etc. La femme n'est plus valorisée dans son rôle de mère à partir de ce temps-là. Notons également que justement on a moins d'enfants. Peu importe dans quelles que soient les populations, les gens veulent plus s'intéresser à éduquer leurs enfants, à offrir à leurs enfants une situation. Donc on n'est plus dans cette logique un peu de faire plein d'enfants pour avoir de la main-d'œuvre, mais dans une logique d'avoir 1 ou 2 enfants
et de leur offrir le meilleur avenir possible. Donc dans ce contexte-là, on a tous les changements qui s'opèrent. J'ai un petit peu laissé la parole notamment à Caroline, peut-être qu'il peut nous parler un petit peu de la représentation donc, de ces nouvelles femmes dans l'art et dans cette époque. Alors c'est vrai que l'émergence de la femme fatale, en tout cas dans les représentations picturales, se développe aussi. Tu faisais mention, je faisais mention moi dans le précédent live, il y a 2 semaines, qu'elles étaient souvent représentées pour la plupart comme des objets très idéalisés, très mystérieux, très élancés. Musha notamment est un très très bon exemple de cette représentation-là. C'est vraiment une femme très idéalisée, mais à la fois mystérieuse et tentatrice. C'est sur ces thématiques-là que les artistes jouent beaucoup, mais également dans la représentation de figure de la femme. Ça va se faire surtout à cette période-là par le biais de la publicité et des affichistes. J'en avais déjà parlé avec par exemple Toulouse-Lautrec ou Théophile Alexandre Stendhlen, voilà ce genre de personnages-là, ou encore Musha qui est le grand père de la publicité. Et je pense justement à Sarah Bernard qui est une icône de l'art nouveau et de cette représentation de la figure féminine dans toutes ses facettes. Et elle en a beaucoup, Sarah Bernard, justement. Et elle était souvent très représentée de manière très érotique, où elle a également commandé à Musha différents tableaux parce qu'elle était l'une de ses muses, si on peut dire ça comme ça. Et elle lui aurait commandé par exemple Gismonda, je ne sais pas si vous voyez, j'aurais dû préparer mon petit livre aussi, mais bref. Et voilà, c'était vraiment une représentation de sa personne, très idéalisée encore une fois. Mais je pense que El Azari en parlera bien mieux que moi, donc je te renvoie la balle pour Sarah Bernard. Ah bah, il y a pas que Sarah Bernard d'ailleurs de toute façon. Je pense que il y a beaucoup de sujets qui vont se recouper. Les courtisanes en général, dont Sarah Bernard a aussi un peu fait partie, mais la belle Otero ou encore Louise, excusez-moi, j'ai un bug sur le prénom, mais sur la belle Otero, donc la Castiglione ou encore la Paiva, elles ont toutes été utilisées comme les nouvelles égéries, les idoles en fait d'une population de Paris en fait. La sexualité de Paris que toute l'Europe venait chercher d'ailleurs. Les princes sont tous arrivés dans leur couche de toute l'Europe. Et elles ont un très beau tableau de chasse. D'ailleurs, Sarah Bernard aura un fils d'un prince belge. Et du coup, il y a cette idéalisation de la femme totalement sensuelle, sexuelle aussi. C'est pas pour rien que Sarah Bernard va demander de jouer Salomé et va demander cette pièce-là à Oscar Wilde, justement. Mais il y a les cabarets avec la Goulue. C'est ce qui nous permet de revenir justement à Toulouse-Lautrec, qui s'est amusé à faire beaucoup de dessins vendus sous le manteau, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait vraiment ce décalage-là, ce paradoxe ultime de la femme mise en avant dans tous ses atours, ou dans ses vêtements ou non, que ce soit en photo, en peinture, sur scène, et un besoin de moralité, de valeur morale extrêmement forte qui ne devait plus être véhiculée par l'Église, parce qu'il fallait faire la séparation, dire qu'on n'avait pas besoin de ça justement pour être quelqu'un de bien. Mais il y avait ces deux mondes qui cohabitaient, et c'est vraiment ça qui est intéressant avec la Belle Époque, qui a permis que des femmes restent cantonnées à être ouvrières et rêvent grâce à Sarah Bernhardt ou Miss Tinguette, par exemple. Ou Loïc Fuller aussi, qui est une danseuse de cabaret très connue, qui a fait ses débuts aux Folies Bergères. Et on voit beaucoup de représentations d'elle aussi qui sont très dans le ton de l'époque, dirons-nous. Ouais. Oui, d'ailleurs, pour en revenir justement à ces thématiques-là, on était d'un côté vraiment passionné par le sujet, notamment de la femme fatale. Par exemple, à la fin de la Belle Époque, on avait plus de 2700 sonnets écrits sur Salomé. C'est Flaubert qui a lancé un petit peu cette vague
un peu avant, dans les années 60 avec Salammbô. Et ça n'a pas arrêté. Salomé, Hérodote, Dalila. Voilà, on se passionnait vraiment. Les auteurs écrivaient énormément sur ces femmes dangereuses et à la fois attirantes, mais c'était toujours avec à la fois fascination et un rejet. Il y avait toujours encore une pensée culpabilisante. Donc la sexualité était encore mal vécue et l'attrait sexuel était mal vécu même par les hommes. Donc en même temps, il leur reprochait à la fois, on le voit avec Baudelaire, qui lance aussi un peu le début de cette vague, on va dire, de gêne. La femme est un peu la perverse qui les empêche d'être pures. Donc ils sont un petit peu perturbés à ce moment-là, justement, dans cette perte un peu de croyances, de valeurs, de repères. Et la femme fatale inspire cette contradiction-là, donc la contradiction un peu de l'époque entre perte de repères et peur, et puis attirance, etc. Donc elle incarne vraiment ça. D'ailleurs, à Emariel, on est vraiment avec, par exemple, le personnage de Mata Hari, on est dans une malheureuse contradiction de cette époque, puisque c'est un peu tout le destin de ce personnage qui va être marqué par ça, finalement. En fait, au départ, Mata Hari, c'est à la fois quelqu'un qui bouscule totalement les conventions et c'est quelqu'un qui va être victime de ce paradoxe qu'elle a créé. Puisque au départ, alors Mata Hari, elle aurait pu naître à Paris, mais ce n'est pas le cas. Elle est néerlandaise d'origine. Mais disons qu'après un mariage tumultueux et malheureux avec un officier de la marine néerlandaise, elle a fini par partir, divorcer. Donc déjà, voilà, c'est un divorce à cette époque-là, c'est déjà impressionnant d'indépendance. Elle en a payé le prix puisque son mari lui a enlevé sa fille. Mais elle est partie à Paris, donc sans rien. Bon, elle était à la base d'une origine assez aisée, mais n'empêche qu'elle a totalement bravé les convenances pour partir toute seule à Paris. Et comme elle avait passé quelques années avec son mari à Java, elle a appris la danse, elle a appris la langue javanaise, les cultures javanaises. Et quand elle est arrivée à Paris, elle s'est fait connaître par des spectacles de danse très osés pour l'époque, et notamment un spectacle où elle se dénude, où elle finit en collant couleur chair, donc à la bibliothèque du Musée des Arts Asiatiques où elle a été invitée, donc qui a été transformée en temple hindou pour l'occasion. Et Mata Hari offre un spectacle littéralement érotique sous cette nouvelle appellation donc de Mata Hari, le personnage qu'elle s'est créé. Et du coup, forcément, sa carrière décolle. Donc là, concrètement, c'est vrai que sa carrière a décollé sur l'érotisme. Elle est devenue l'égérie, en fait, d'une espèce de modernité, de libération du corps, libération de la sexualité féminine. Et du coup, c'est vrai qu'elle a enchaîné les liaisons. Elle est devenue amante de pas mal de monde, notable. Et apparemment, elle avait un goût assez prononcé pour l'uniforme. Donc, malheureusement pour elle, elle est sortie avec la mauvaise personne, un lieutenant allemand, un jeune lieutenant séduisant allemand. Et c'est la notoriété de cette liaison a nui à sa carrière. Donc, du coup, sa carrière a chuté. Elle s'est retrouvée cantonnée à des rôles assez minables et elle s'est retrouvée, du coup, obligée d'assurer les fins de mois par la prostitution. Elle a dû vendre ses biens et, coup de malchance, pour rembourser ses dettes, elle a fait la rencontre du consul d'Allemagne à l'époque qui, voyant qu'elle était polyglotte, qu'elle était plutôt séduisante, qu'elle avait du potentiel, lui a proposé de travailler pour les renseignements allemands. Ce qui était une très très bonne idée, on va le voir. Et en plus, ironie de l'histoire, alors qu'elle retourne à Paris ruinée, mais avec quand même l'appui des Allemands pour travailler et pour collecter des renseignements, elle se retrouve avec la même proposition de l'autre côté. Et donc, dans ces relations, elle rencontre le chef des services secrets à l'époque français,
qui lui demande exactement la même chose, d'aller espionner les Allemands en Belgique. Donc cette pauvre Mata Hari qui au départ voilà, pouvait obtenir la gloire et je dirais la fortune entre guillemets à Paris en tant qu'artiste, se retrouve dans une situation qu'elle ne contrôle plus, où voilà, on lui demande d'exploiter ses talents à des fins stratégiques. Et malheureusement, ça va se retourner contre elle puisque les deux camps, en fait, allemands et français, vont la lâcher et les Français vont finir par l'arrêter et la juger très sommairement. Donc, et malheureusement par la fusiller juste voilà, en 1917, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, pour espionnage, sans qu'on sache réellement si finalement elle avait vraiment participé à quoi que ce soit. On a surtout l'impression que voilà, c'est l'outil de personnes qui voulaient jouer la misinformation, la manipulation entre les deux camps, et qu'elle s'est retrouvée dans cette espèce de relation toxique entre deux pays. Mais mine de rien, ça a contribué à forger sa légende en tant qu'espionne, en tant que courtisane de renom, ce qu'elle était d'ailleurs. Et aujourd'hui encore, on la connaît, elle a cette espèce de légende de la femme aventurière qui n'a peur de rien, qui voyage toute seule, qui rencontre des gens, qui les séduit. Et ouais, elle restera une icône de la Belle Époque dans cette incarnation de la femme aventurière et libre, et malheureusement un peu victime. Oui, tout à fait, merci à Marielle. Et effectivement, je mentionne un petit peu puisque on en parle par-ci par-là depuis tout à l'heure. Donc, il y a eu à cette époque-là toute une vague en fait de courtisanes, d'actrices qui étaient souvent un peu courtisanes aussi, qui sont devenues très célèbres et qui se sont fait de vraies fortunes. Donc, on parlait du monde un peu des demi-mondaines. Donc, c'est le monde des gens qui font un peu comme les bourgeois, mais comme la noblesse, mais qui n'en sont pas. Donc, ça contient les prostituées, mais les courtisanes, mais aussi les joueurs, les bandits, etc., qui arrivent à jouer les dandys malgré leurs conditions, leur manière un peu, on va dire, douteuse d'avoir de l'argent. Et donc, ces courtisanes, qui ont été très en vue et très présentes en fait sur la scène parisienne jusqu'à la Première Guerre mondiale, pouvaient aller jusqu'à avoir des hôtels particuliers et des fois même à être en oubli. Donc il y a souvent le thème qui revient, la plus célèbre je pense dans la fiction, c'est Odette de Crécy chez Proust, qui devient Madame Swann. Donc on a vraiment ces femmes qui ont de l'influence et qui à côté de celles qui restent un peu dans la misère à essayer de joindre les deux bouts dans des ateliers de confection de vêtements notamment. Et on a donc ces femmes qui s'ennoblissent, qui obtiennent des richesses incroyables grâce à leur charme. On va peut-être aborder un petit peu aussi avec Cyril aussi justement ce côté ambigu, donc cette vision ambiguë de la femme qu'on voit dans l'œuvre de Barbey par exemple. Oui, et comme tu disais tout à l'heure, la société est un petit peu schizophrénique, donc les corsets deviennent plus légers, les mœurs aussi, mais en même temps, il y a toujours un retour de bâton pour la femme, on va lui reprocher ses licences, on dira. Donc, à remarquer, à mon avis, Haute-Claire Stazin, c'est une des rares héroïnes de ma connaissance qui ne termine pas sa carrière de personnage fictif d'une manière tragique. On avait vu avant 1870, il y a Nana qui termine défigurée, qui meurt de la petite vérole. L'héroïne du journal le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, dont on avait parlé de l'émission, pas précédente, mais antépénultième. C'est un personnage qui est libre et qui possède une certaine ruse et une grosse force une grosse indépendance. Elle finit par épouser un type qui est suspecté d'avoir violé et assassiné un enfant. Alors, il y a tous ces exemples-là. C'est pour ça que Stazin et l'angle de Barbey est intéressant et
et moderne. Par exemple, Haute-Claire, je l'avais dit la dernière fois, je le redis, elle manie l'épée comme un homme. Bon, donc l'épée, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est le symbole phallique par expérience. Elle est à la fois, donc elle est meilleure qu'un homme, même au niveau de ses capacités physiques. Donc il en fait une espèce peut-être de super-héroïne avant la lettre. Que dire de plus? Et puis surtout, lorsqu'il s'introduit dans le domaine de la partie érotique de son récit, bon, l'auteur reste toujours comme avec le fantastique, il travaille par toute petite touche impressionniste. Le roman est fantastique seulement avec l'approche du félin. Lorsque Stasin pose la main sur la patte du félin, elle a des réflexes surpuissants qui lui permettent de ne pas se faire blesser par la patte du léopard. Même chose avec cet érotisme, on comprend plus qu'on ne lit que cette héroïne est une amante qui aime les plaisirs simples et naturels, on dira. Et donc, j'avais fait une phrase, mais je ne la trouve plus. Oui, elle sait aussi tirer à elle la couverture des plaisirs lorsqu'il s'agit de cueillir les fruits vénéneux de l'archer aux fesses roses. J'étais content, mais je ne la retrouve plus. Voilà, donc, ouais, c'est une héroïne moderne. Donc c'est ça qui est intéressant avec elle. Et surtout, elle ne se fait pas écrabouiller par le système masculin qui profite des femmes dans les bordels, mais qui ne veut pas que les femmes profitent de ces plaisirs, sauf certaines que vous avez préalablement citées qui arrivent par leur qualité intrinsèque. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, justement, dans cette nouvelle, comme tu dis, c'est une héroïne un peu d'un genre nouveau, mais surtout qui n'est pas blâmée à la fin pour son comportement. Et en fait, il y a une autre femme dans cette nouvelle, et c'est là que c'est intéressant, puisque justement, elle va remplacer l'épouse d'un homme qui est justement l'épouse parfaite. En fait, elle incarne un peu la femme noble, de bonne famille, qui est bien rangée, bien obéissante, etc. Et en fait, avec son amant, qui est le mari de cette femme, elle va la conduire à la mort pour l'épouser. Donc, en quelque sorte, je pense qu'on voit aussi, de la part de Barbey d'Aurevilly, le marquage de la fin de cette époque, en fait, la fin de cette femme noble, parfaite, qui se fait en fait écraser, hein, si on veut, par cette femme d'un genre nouveau. Je ne sais pas si tu le vois comme ça aussi, mais je pense... Oui, non, j'avais pas vu, mais tout à fait. Oui, bien sûr. Et le fait aussi qu'on peut vivre à l'ombre du meurtre en toute liberté. Enfin, dans la nouvelle. Oui, c'est tout à fait ça. C'est donc dans les nouvelles, dans le recueil des Diaboliques, chez Barbey d'Aurevilly, donc qui est juste au tout début, même un petit peu avant de la Belle Époque. C'est un peu le précurseur de la vague un peu symboliste décadente. C'est ce constat que finalement, on a beau faire peut-être des crimes, des choses qui sont moralement répréhensibles, en fait, il n'y a pas de Dieu pour punir. Donc, c'est un peu la fin de la croyance absolue dans le jugement divin. Il écrit justement ce recueil en montrant des comportements qui sont répréhensibles. En soi, c'est moins l'attitude garçonne de cette femme qui s'appelle Haute-Claire Stassin qui est répréhensible que sa participation à un crime et à une tromperie de manière assez froide et calculatrice, mais ça n'est pas puni, et même à la fin, justement, en fait, au début, il raconte cette histoire en voyant ce couple en fait, qui s'aime toujours et qui s'aime peut-être plus que n'importe quel autre couple. Donc, couple fantastique dans les allées du jardin des plantes. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans ce monde en fait où il n'y a plus de jugement divin et où du coup il y a ce constat que... C'est paradoxal parce que Barbey se réclame comme étant, à la fin de sa vie, comme étant un catholique convaincu. C'est drôle. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être, il y aura
est-ce qu'il y aura un châtiment divin? Est-ce que Dieu accorde un châtiment divin à tout le monde, ou est-ce qu'il n'aurait pas lui aussi ses chouchous? On peut aussi se poser la question. Ah bah, c'est vrai qu'après, par contre, c'était la problématique du début du 19e siècle, justement, le jugement. On retrouve énormément de choses. Enfin, c'est peut-être même plus fin 18e, mais on a Le Meneur de loups d'Alexandre Dumas ou encore Faust de Goethe, justement, qui reprennent cette idée de plus de jugement divin, de possibilité de rédemption d'ailleurs. Mais il y a vraiment, je dirais, c'est plutôt justement la réponse de cette époque-là, c'est Dieu est mort, comme dira Sartre plus tard. Mais on voit quand même à cette époque-là, justement, à la Belle Époque, c'est aussi l'époque de Bernanos et d'autres auteurs catholiques très importants et très influents encore aujourd'hui, d'ailleurs, là-dessus. Du coup, la problématique de l'âme, elle a aussi sa réponse avec ces auteurs-là. Et je voulais plus revenir sur l'image de la femme, parce que parce qu'il y a quand même l'apparition... je trouve plutôt qu'il y a la cohabitation plutôt que la fin de la femme qui serait scoltinée aux tâches ménagères, parce qu'il y a justement l'apparition... Alors, je parlais de la femme noble, hein, pas de la, Ah oui, pas de la oui, femme d'accord. de... Voilà. Oui, parce qu'elle devient de plus en La plus femme noble, mondaine. elle ne fait pas le ménage. Oui, elle devient de plus en Non. plus mondaine, effectivement. Elle l'était déjà, mais de plus en plus, comme tu le dis. Effectivement, il y a vraiment ce décalage justement de la femme ouvrière qui est obligée de travailler, de la femme agricultrice qui est obligée de travailler, la libération des femmes qui peuvent devenir infirmières, qui peuvent devenir enseignantes, qui peuvent devenir Secrétaire. aviatrices aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'aviatrices aussi à cette époque-là, on l'oublie souvent. C'est à la fin de la Belle Époque, mais elles arrivent et ça va entraîner va y avoir une formation entièrement d'aviatrices pendant la Première Guerre mondiale. Elles vont s'occuper... elles vont être infirmières, justement, et après la Première Guerre mondiale, il n'y aura plus personne. Mais en dehors de Adrienne Bolland ou ce genre ou ces grandes dames-là aussi, mais il y a effectivement aussi les alpinistes. On a des grandes alpinistes, des grandes sportives. Il y a une alpiniste aviatrice qui a aussi gagné une médaille de bobsleigh en 1910 à Chamonix. Et il y a Marie Curie, bien entendu. Donc c'est vraiment ça. Il y a cette émancipation de la femme, le tout début, il faut quand même le reconnaître, mais il y a aussi le plaisir pour les bourgeoises de rester chez elles, à ne faire rien d'autre que s'occuper de se faire entretenir. Et c'est l'apparition de l'aspirateur qui est référé, qui est oui, j'allais la on dire. s'est mis au défi d'en parler. J'allais le dire, mais tu as été plus rapide. Hein. C'est une révolution, l'aspirateur, à l'époque. Et oui, qui était mise en avant par la pub, encore une fois. Excusez-moi. Il y a aussi des albums littéraires qui s'exportent, enfin qui viennent des Américaines qui arrivent à Paris, pour, notamment des lesbiennes qui viennent établir leur lesbos personnel, si j'ose dire. Oui. Parce que à Paris, justement, l'opinion est un petit peu moins âpre et la société est jugée comme plus libertine et moins pudibonde qu'aux États-Unis. Il y a l'héritière des machines à coudre. On parlait, tu parlais d'aspirateur, alors je parlais de machines à coudre. Machine à coudre. La machine à coudre Singer deviendra plus tard la princesse Edmond de Polignac. Elle s'occupera de mécénat, notamment avec les peintres beaucoup de peintres et les musiciens. Bon, la seconde, c'est Gertrude Stein, qui s'occupera plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, d'Hemingway et de Scott Fitzgerald. Mais elle déniche Matisse, Picasso, Juan Gris, et aussi c'est une lesbienne décomplexée. Puis Nathalie Clifford Barney, qui a inspiré Rémy de Gourmont. Donc c'est un petit peu les trois mousquetaires. Et j'ai trouvé une D'Artagnan, si j'ose dire, que je ne connaissais pas la semaine dernière. C'était Renée Vivien, une poétesse qui se faisait appeler aussi Sappho, par André Billy. Sappho 1900, il l'appelait. Elle est née en 1877. Donc son œuvre, c'est un petit peu daté parce que c'est une parnassienne, mais ça reste pas mal du tout, je trouve. Et puis surtout, elle vivait d'une manière, bon, bien sûr, c'est une bourgeoise, hein,
donc elle pouvait se permettre des choses que la lessiveuse sur un bateau lavoir ne pouvait même pas imaginer. Donc techniquement, elle utilise la prose saphique, inventée par la prêtresse Sappho 26 siècles auparavant. Et elle voyage, elle a des amantes, et notamment l'épouse d'une diplomate turque, la Stambouliote Kerime Turkan Paşa. Vous imaginez. Et donc, il lui arrive des aventures avec une de ses amantes, sa meilleure copine, on dirait, qui s'appelle la baronne Zuilen. Et là, ça se passe très mal avec elle. Donc, elle commence à s'adonner à la boisson et elle essaye de se faire passer, de se suicider comment on appelle ça, au laudanum. Ça rate et elle meurt une année après à l'âge de 33 ans d'une pneumonie alcoolique. Voilà, donc elle fait partie aussi des femmes libérées qui avaient choisi une autre voie que celle des plaisirs classiques. Voilà. Et pour rappel, d'ailleurs, justement, comme tu le dis, hein, c'était quand même souvent des bourgeoises. Hein, c'était rarement les femmes qui venaient de la campagne, même s'il y a eu quelques destins. Enfin, souvent, celles qui s'en sortaient, c'était celles qui... Bisexuelle. Il y a seulement, c'est un personnage imaginaire, il y a seulement Nana qui, comme on dit à l'époque, à voile et à vapeur. Je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Non, je disais justement que c'était souvent des personnages, des femmes en tout cas bourgeoises, puisque, même pour l'éducation, donc les femmes ont accès à l'éducation dès 1880, et à la fin d'ailleurs il n'y avait pas du tout de lycée de femmes, hein, pour précision, à cette époque-là, et il y en a à la fin donc de la Belle Époque, on en avait déjà plus de 700. Donc il y a eu une explosion un peu de l'éducation pour les femmes, mais c'était quand même surtout pour les femmes bourgeoises qui ont eu accès donc à d'autres professions, hein, comme l'a mentionné Lazari. Hein, on a vu apparaître des femmes médecins, des femmes scientifiques, toujours en petit nombre. En plus grand nombre, on a eu les femmes enseignantes. Là, par contre, on a eu beaucoup la profession enseignante et infirmière aussi a été très très représentée par les femmes, alors qu'avant pas du tout. Et c'est vrai que pour les femmes de plus basses conditions, il restait d'être espérée donc de devenir une grande courtisane. Donc ça allait aussi avec être une bonne femme de scène ou essayer d'épouser un mari, un homme de meilleures conditions, sachant que c'était, là je le mentionne quand même parce que je pense que c'est toujours important à savoir qu'il n'y avait aucune protection pour ces femmes. Donc elles étaient entièrement dépendantes d'hommes de meilleures conditions, donc qui voulaient bien les entretenir. Hein, on les appelait souvent les grisettes, hein, c'était le nom. Et donc, elles étaient, certains ont profité et certaines se retrouvaient à la rue des fois sans rien si la famille n'était pas d'accord avec le choix d'un jeune héritier. Donc, ça pouvait être difficile. Heureusement, ça a changé depuis. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Lazari, notamment sur cette figure de Sarah Bernard qu'on a un peu quittée? Oui, Je sais que tu avais beaucoup de choses à en dire. Non, de toute façon, c'est une époque qui me passionne et c'est un peu bizarre peut-être, étant donné que j'ai été sélectionné pour une nouvelle, mais pas forcément la littérature, mais tout ce qu'il y a autour, que ce soit la musique, la sociologie aussi, les changements historiques, et ça. Mais, et Sarah Bernard, en fait, est vraiment au cœur de cette période. De toute façon, elle est... au même titre que Bataille ou même plus que Bataille en fonction des personnes, c'est l'idole de... quand on parle de la Belle Époque, on pense forcément à Sarah Bernhardt. D'ailleurs, elle a encore son café juste en face du théâtre du Châtelet qui s'appelle Sarah Bernhardt. Et elle a été elle-même épéiste, d'ailleurs. Elle faisait partie de ces femmes qui ont appris à manier l'épée mieux que les hommes, que disait Cyril. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a eu le rôle... Ça a été l'une des premières femmes aussi à jouer Hamlet. À personnifier Hamlet sur scène et aussi à la caméra. C'était l'une des premières femmes filmées. Ça a été l'une des premières femmes filmées avec Alice Guy aussi d'ailleurs, qui a été elle-même la première réalisatrice tout court. C'est une Française, Alice Guy. Mais Sarah Bernard du coup a fait l'un des premiers,
était tellement importante qu'elle a créé beaucoup de jalousie. Elle a connu Dumas fils qu'il a détesté personnellement. Il disait qu'elle était tellement menteuse qu'elle qu'elle devait bien être maigre quand elle disait qu'elle était grosse. Ce genre de, ce genre de choses. Et elle a demandé, comme je l'ai dit, des pièces à beaucoup d'auteurs. Elle a connu la gloire grâce à Victor Hugo, notamment, qu'il a lui-même nommé la Voix d'Or ou l'impératrice du théâtre. C'est dire, alors que la concurrence était rude à l'époque et que c'était pas la seule grande star du théâtre, mais c'est celle dont on se souvient le plus. C'est dire quand même l'honneur, avec sa voix chevrotante d'ailleurs, parce qu'on a on a encore des enregistrements que je vous invite à écouter, notamment d'elle en train de faire les déclamations de Phèdre de Racine. C'est vraiment incroyable. Personnellement, j'ai des frissons. J'espère que ce sera pareil pour vous. Et du coup, elle a été courtisane, elle a été comédienne, elle a été directrice de théâtre, elle a été actrice, elle a fait plusieurs films, notamment des documentaires sur sa vie juste avant la guerre. Elle a été même précurseur là-dessus, c'est dit. Et elle avait aussi, elle a participé à beaucoup de photos de campagnes publicitaires. Elle a donné son visage à des produits d'entretien, à des produits à des cosmétiques. Caroline. Oui, des produits alimentaires. J'avais vu que notamment que les biscuits, des biscuits aussi de le Fravuti. Et c'était une icône, je l'avais dit déjà, je crois, pour le style Art Nouveau, mais son image, elle était représentée d'un peu partout, hein. Même des vêtements, ce genre de choses. Elle a inspiré pas mal de monde et des bijoutiers aussi. Elle a même rencontré Lucky Luke. Ah oui, ça. J'allais en parler parce que ça fait partie du phénomène des superstars. Il y a le côté, les nouveaux paquebots, le train et tout ça fait que énormément de femmes vont voyager dans le monde, surtout des artistes, bien entendu, pour montrer leur talent. Et Sarah Bernard en fait partie. Elle va partir aux États-Unis, justement. C'était à ce moment-là, du coup, qu'elle rencontre Lucky Luke. C'est en 1902, je crois. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, elle fera même une tournée aux États-Unis où elle sera quand même d'habitude acclamée, alors que je pense qu'elle devait faire en français ses représentations. Mais en tout cas, elle avait effectivement à un moment une perte de vitesse, et c'est le fait de donner son image à l'écran avec Hamlet ou encore sur des photographies qui va lui permettre de revenir. Et elle a créé un véritable culte de la personnalité. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il y avait jusqu'à chez elle, d'ailleurs, elle avait acheté une maison à la Pointe du Poulain, à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, qu'elle avait avec une véritable scénographie partout, et qu'on peut d'ailleurs toujours visiter. Si jamais je vais en Bretagne, j'essaierai de le faire aussi. Et ce qui était amusant, c'est que du coup, c'est une île coupée du monde et on ne pouvait y aller qu'en bateau. Et à partir de là, elle avait installé un petit siège creusé dans la pierre. Elle s'installait, elle regardait ses serviteurs sortir ses linges, ses affaires, ses meubles et ses animaux, parce qu'elle avait beaucoup d'animaux. En gros, c'était une grande dame, et je pense qu'elle fait partie du mythe fondateur de celles qui ont fondé l'idée de la diva, comme on peut le connaître maintenant, ou comme on peut le voir dans Hergé, dans Tintin. Ouais. Ouais, la Castafiore. Bon, elle chantait pas. Enfin, j'ai pas souvenir qu'elle ait chanté. Mais, mais en tout cas, ces femmes totalement hallucinantes qui n'ont, on va dire, que des caprices aussi d'ailleurs, et ça marche pourtant. Comportement surréaliste parfois un petit peu. Oui, c'est ça, totalement surréaliste, vu qu'elle jouait un rôle jusqu'à sa couche, qui était un cercueil pendant un moment. Oui, elle a dormi. On lui a dit. Elle avait une maladie qui fait qu'on l'a surnommée après-guerre la mère Lachaise, parce qu'elle était obligée de rester assise sur une chaise roulante, d'ailleurs. Et c'est le même mal que Chopin, d'ailleurs, mais elle, ça lui a attaqué les os. Donc, excusez-moi, je connais la tuberculose. Voilà, je vais y arriver. Donc, petit à petit, elle a perdu l'usage de ses jambes, mais pourtant, c'est la volonté toujours de briller
Enfin, c'est moi comme ça, je l'interprète comme ça, mais elle n'a jamais voulu arrêter le théâtre. Donc même si elle était assise sur au début, elle faisait tout pour rester debout, et à la fin, elle restait sur scène avec une chaise. Parce qu'elle ne voulait pas non plus avoir un pilon ou une jambe de bois, parce que je crois qu'on l'a Oui. transformé. Oui, on lui a proposé de couper sa jambe, je crois, et elle a refusé, effectivement. Je crois qu'on l'a coupé, mais elle ne voulait pas s'abaisser à avoir une jambe artificielle. Oui, c'est ça, oui, donc elle restait sur sa chaise, mais elle dominait depuis sa chaise sa chaise à roulettes. Voilà, Une sacrée femme. Oui, c'est une sacrée femme, et bon, elle, pour le coup, c'est la fin de sa vie aussi, quand même, la Première Guerre mondiale. Mais la Belle Époque, c'est une époque fantasmée aussi, avec toutes ces stars qui vont disparaître du jour au lendemain. Je pense que c'est ça qui est impressionnant aussi à voir, que ce soit Méliès, la Goulue, même Mistinguett, elle va avoir du mal après, même si elle va continuer à avoir beaucoup de concerts, de tournées, ce genre de choses, mais c'est la fin d'une époque pour beaucoup de monde, la Belle Époque aussi. Colette qui prend la vague, alors. Comment ? Il y a seulement Colette qui prendra la vague. Oui. Mais Colette en parle justement de cette fin. Elle a écrit, par exemple, dans le roman qu'elle a écrit après la guerre, qui s'appelle Chérie, elle revient un peu sur donc l'époque des demi-mondaines, etc. Puis elle écrit la suite qui montre à quel point ce monde a été ravagé, en fait. Donc, à quel point il ne reste plus rien, à quel point le monde a disparu, et Colette a écrit pas mal écrit des romans, mais aussi des petits articles, etc., sur la fin de ce monde. Donc, c'est un monde que beaucoup ont regretté. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, après, on a parlé de Belle Époque, mais où elle regrettait aussi les corsets, les choses comme ça, les belles toilettes des femmes, puisque après la Première Guerre mondiale, tout ça, c'est terminé. Enfin, c'est vraiment un monde qui meurt. Puis bon, là, on avance un peu, mais on entre après dans les années folles, et là, on est dans toute autre chose. Et notamment, justement, ce côté un peu de femme séductrice, inaccessible, c'est terminé, en fait. Donc, voilà. Les femmes sont beaucoup plus dans l'espace public. Avant aussi, les hommes côtoyaient presque que des demi-mondaines, puisque les femmes n'étaient pas autorisées à être dans des cafés, etc. Et c'est vrai qu'après la guerre, ça a complètement changé. Donc, forcément... justement, il y avait... pardon. Non, je t'en prie. Non, je disais justement, il y avait l'apparition de bals à la fin de la Belle Époque pour permettre aux hommes et aux femmes de se côtoyer en dansant. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer ensuite. Mais il y a aussi quand même finalement pour les petites bourgeoises, ou en tout cas au moins pour les parisiennes, comme d'habitude, cet espace de rencontre aussi dûment gagné grâce au combat de George Sand, même si George Sand se battait pour elle, on peut le dire quand même, oui. Mais, puisque pour tout le monde, donc excusez-moi Cyril. George Sand, c'est juste puisque après, d'un côté, elle était quand même très traditionnaliste dans sa vision des choses, mais par contre, elle voulait être indépendante. Donc c'était juste pour elle, effectivement. Colette, provocatrice aussi, très indépendante, elle balancera même quelques boulets ramés aux suffragettes, en disant elle paraphrase Nietzsche en disant que les suffragettes méritent le fouet et le harem, et dans le Zarathustra de Nietzsche. Donc, Zarathustra dit, on dit à Zarathustra, si tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. Donc, c'est marrant parce que c'est une femme libre qui à la fois fait des croche-pattes à une certaine frange de femmes. Je ne comprends pas trop bien ça. Non, je comprends bien la démarche, mais les suffragettes étaient plutôt engoncées quand même dans un certain carcan de rigueur. Notamment aux États-Unis où il y avait ces campagnes anti-alcool et tout ça. Alors c'est peut-être pour ça que Colette avait cette animosité envers ces femmes. C'est pour ça que je parle aussi avec Stasin, on parle de femmes libres et non pas de femmes libérées.
Oui, c'est différent. Vous voyez le distinguo. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a les figures d'auteurs, femmes, c'est de la fin du 19e siècle, sont pas forcément, c'est ça qui est intéressant, sont pas forcément des femmes qui sont dans les combats, dans les futurs combats féministes, elles sont même souvent contre. C'est juste par rapport à elles, leur force de caractère à elles, mais elles ne se considèrent pas comme, en fait, elles ne se considèrent pas dans le groupe femmes. Elles se considèrent juste comme des personnes indépendantes et qui méritent qui méritent d'être libres parce qu'elles ont juste un meilleur caractère que les autres. Voilà. On est un peu là-dedans, effectivement. Il faut la question pour histoire, une question pour donner une réponse. Enfin, Pour revenir à Berntier avec Marie-Marielle, comme on t'a pu entendu depuis quelques minutes, toi tu as choisi du coup de représenter Mata Hari, mais je sais que en tant qu'artiste, tu es assez intéressée par les représentations aussi de femmes fin de siècle. Qu'est-ce qui un peu t'attire? Si tu peux un peu nous parler de tes illustrations un peu autour de ce sujet. Je pense que ce qui m'inspire dans ces femmes-là, c'est justement cette faculté qu'elles ont eue de surmonter leur classe sociale, en fait, de se dire, moi, je veux autre chose. Et du coup, c'est vrai que pour ça, ma spécialité, c'est vraiment ça, c'est les femmes un peu dangereuses dans le sens où elles se prennent en main. Et donc, c'est pour ça qu'en général, je vais plutôt regarder du côté des sorcières, du côté des déesses, voilà, qui s'affranchissent un peu du joug qu'on veut leur imposer. Et ces femmes-là, en fait, de la fin de siècle, j'ai toujours eu le sentiment, voilà, qu'elles avaient une espèce de force intérieure qui les poussait à se dépasser, à se dire, moi, je veux plus que ce que la vie me réserve. Alors après, on peut s'interroger effectivement sur les moyens, c'est-à-dire que pour beaucoup, il y avait malheureusement le commerce de leur charme, la dépendance aussi parfois à des amants fortunés. Voilà, elles étaient libres sans vraiment l'être, mais disons qu'elles arrivaient à se faire connaître, à avoir une réputation pour elles-mêmes et pour leurs talents, pour leurs facultés. Alors Mata Hari, c'était ses talents de danseuse, mais c'était aussi ce personnage flamboyant et innovateur qu'elle s'était inventé. Sarah Bernard, c'était ses talents d'actrice, sa voix, voilà, c'est des femmes qui avaient quelque chose qui leur appartenait et qu'on ne pouvait pas vraiment leur prendre. Et c'est ce que j'aime représenter. En fait, j'essaye dans mes dessins, voilà, de mettre en avant cette particularité, en fait, ce charme qui leur est propre et cette force, en fait, derrière l'apparence, voilà, de la jolie cocotte. Merci, je pense que c'est une belle conclusion pour ce live. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter ou pour conclure un peu sur ce thème? Lazari? Alors, on a vu, on a parlé quand même beaucoup de choses. J'aimerais juste, il y a beaucoup de choses effectivement que j'aimerais encore dire, mais je pense qu'on a déjà fait pas mal, on a déjà dit pas mal. Et après, on risquerait de trop dévoiler après sur l'anthologie. Donc, je m'arrêterai peut-être juste pour l'idée de l'espionne. On a aussi Miss Tinguette qui aurait été espionne, mais pas très réussie. Parce qu'elle le disait à tout le monde, ce qui est un peu dommage. Hari, quoi. Ce qui fait qu'elle a été arrêtée pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'elle disait elle-même qu'elle était... Mais justement, c'est aussi montrer ce flamboiement de toutes ces grandes dames françaises, parce qu'elles avaient le droit de traverser le front. Leur succès était mondial, et c'est bien pour ça que, par exemple, les Américains vont faire... début 2000, le film Le Moulin Rouge, justement, avec Toulouse-Lautrec, notamment. C'est parce que toute cette période de la Belle Époque est aussi fantasmée partout dans le monde. Enfin, dans l'Occident. Non, mais oui, mais c'est encore Toulouse-Lautrec, toujours Toulouse-Lautrec. Et oui, non, mais c'est tellement représentatif de toute la Belle Époque que je suis bien d'accord avec toi. Et Cyril, un dernier mot pour...
Je suis sans voix. Mais c'est bien, c'est un thème intéressant à aborder, la femme à travers les âges, et la Belle Époque était quand même particulièrement intéressante à étudier, très riche. J'ai fait environ 7 pages dans mon carnet, j'en ai pas parlé beaucoup, mais oui, mais c'est très très riche, hein, donc oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de portraits différents, il y a 40 ans quand même à traiter, même 50 hein, selon où on se situe. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire le tour d'absolument tout. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même traité pas mal d'aspects, pas mal de choses. Et je vous remercie beaucoup pour vos notes, je sais que chacun, vous vous êtes beaucoup documenté sur ce sujet parce que tout le monde avait envie de faire quelque chose de bien sur une époque passionnante. Et justement, l'évolution des mœurs pour arriver jusqu'à nous, c'est là que ça commence vraiment et c'est ce qui rend ce temps vraiment, vraiment intéressant. Donc j'espère en tout cas que nos spectateurs auront été intéressés également. Évidemment, avec l'anthologie qui est en ce moment en préparation, vous aurez aussi des articles pour faire le point un peu sur cette époque, pour revenir sur ces différents personnages, sur l'histoire, avec des dates, des références plus précises. Donc n'hésitez pas à regarder le Ulule. Nous, on est toujours à attendre les 200% pour avoir un livre tout doré, avec du vernis sélectif, en 2 couleurs. Enfin voilà, on continue donc les lives avec les 2 prochains qui vont porter sur la folie et aussi donc un autre qui sera sur le spiritisme, l'occultisme, donc des passions aussi bien étranges de la fin de siècle. Donc merci beaucoup à tous, aux auteurs, merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon appétit aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Au revoir.